Durant plus de 80 ans, des milliers de corps liés au régime nazi sont restés cachés sous le sol de l'Europe. Certains sont apparus par accident, d'autres grâce aux technologies modernes capables de détecter ceux que la surface ne montre plus. Ce qui a émergé n'était pas de simples restes, c'était la confirmation physique de ceux que beaucoup ont tenté d'effacer. Chaque découverte a forcé à réviser ce qui était considéré comme documenté. Sous les ruines, les tunnels et les forêts, la Terre a rendu des preuves qui contredisent les versions officielles, révèlent des zones d'extermination non enregistrées et connectent le passé avec des blessures encore ouvertes. Ce que le régime a enterré en secret revient transformé en évidence. Qui étaient les corps enterrés sans nom? Que disent les restes sur le fonctionnement interne du régime? Et quels secrets troublants restent encore cachés sous terre? Les os sous le trône, les squelettes cachés dans la maison de Hermann Göring. À l'extrême nord-est de la Pologne, près de la ville de Kętrzyn, s'élève CE qui reste de l'une des structures militaires les plus impénétrables du Troisième Reich, le repère du loup. Caché entre d'épaisses forêts et renforcé avec du béton et de l'acier, ce complexe fut le quartier général d'Adolf Hitler sur le front oriental depuis 1941 jusqu'au début de 1945. Là furent prises des décisions qui altérèrent l'histoire de l'Europe. Et là, dans une résidence réservée à l'un des hommes les plus puissants du régime nazi, Hermann Göring, la Terre gardait un secret. En février 2024, 5 squelettes humains sans mains ni pieds, sans vêtements ni objets personnels furent trouvés enterrés sous les fondations de sa maison. Ce qui semblait être une ruine de plus du passé nazi révéla, soudain, un crime sans nom ni date précise. Hermann Göring fut l'un des piliers du régime d'Adolf Hitler. Pilote de combat décoré pendant la Première Guerre mondiale, il devint une figure clé de l'ascension nazie au pouvoir. En 1933, il fonda la Gestapo, fut nommé ministre de l'air et peu après, assuma le commandement absolu de la Luftwaffe, la force aérienne allemande. Il fut aussi président du Reichstag et désigné successeur d'Hitler en CA de mort. Sa proximité avec le Führer et son pouvoir politico-militaire le situaient au sommet du Troisième Reich. À partir de juin 1941, Göring installa sa base opérationnelle dans la Wolfschanze, une cité fortifiée au milieu de la forêt masurienne. Ce complexe incluait plus de 80 structures, entre bunkers, tours de surveillance, stations de communication, abris anti-aériens et résidences privées. Sa construction, réalisée en secret, commença en 1940 et demanda l'usage massif de travail forcé. Chaque bâtiment était camouflé par des arbres et des filets mimétiques, entourés par plus de 50 000 mines, avec des patrouilles armées, jour et nuit. La résidence assignée à Göring était l'une des plus grandes du complexe. Sa situation stratégique, proche du bunker principal d'Hitler, lui accordait un accès immédiat au centre névralgique du pouvoir militaire allemand. Depuis cette maison, Göring participa aux réunions de haut niveau, rédigea des ordres de bombardement et évalua des rapports d'espionnage provenant du front oriental. Vers la fin de 1944, le Reich commençait à s'effondrer. Après l'attentat manqué contre Hitler du 20 juillet, perpétré par le colonel Klaus von Stauffenberg dans ce même complexe, les mesures de sécurité s'extrémèrent. La paranoïa s'étendit parmi les officiers. Au début de 1945, avec l'offensive de la Vistule en marche, Hitler ordonna d'évacuer la Wolfschanze. Le 25 janvier, les troupes allemandes abandonnèrent le complexe après avoir fait exploser partiellement les structures avec des explosifs dans une tentative d'empêcher que les soviétiques capturent leurs installations intactes. Pendant des décennies, la zone resta sous contrôle soviétique, puis polonais, et ces structures se convertirent en ruines historiques visitées par des touristes, des amateurs et des chercheurs. La maison de Göring, cependant, avait été moins étudiée. Une partie de sa structure se trouvait enfoncée, couverte par des broussailles et des décombres. La majorité des analyses s'étaient centrées sur le bunker principal d'Hitler ou sur les zones administratives. Ce fut en février 2024 que des membres de la Fundacja Latebra, une organisation polonaise dédiée à l'exploration archéologique du passé militaire, initia un travail de prospection avec radar de pénétration terrestre sous les restes de la maison de Göring. Leur intention originale était de reconstruire les fondations du bâtiment et créer un modèle en 3 dimensions à des fins éducatives. Cependant,
Dans l'une des premières perforations, l'un des explorateurs détecta un crâne humain partiellement exposé. La police fut alertée immédiatement et toute activité fut suspendue. En quelques jours, l'équipe médico-légale polonaise, avec des archéologues autorisés, initia une excavation formelle. À une profondeur de à peine 15 cm, furent trouvés les restes osseux de 5 individus, 3 adultes, un adolescent entre 12 et 15 ans et un enfant de moins de 2 ans. Tous les squelettes présentaient un même patron, manque de mains et de pieds, absence totale de vêtements et aucun objet personnel ou indicateur identificatif. Les corps se trouvaient en position chaotique, certains sur d'autres, sans séparation entre eux. Le lieu ne montrait pas de signe d'avoir été une fosse commune organisée, ni d'avoir été remuée récemment. La terre avait été compactée et nivelée, possiblement pendant ou peu après la construction de l'habitation. La découverte posa immédiatement une série d'interrogations. La première ligne d'investigation contempla la possibilité qu'il s'agisse de victimes du régime exécutées secrètement par les SS ou la Gestapo, dont les corps furent cachés dans un lieu inaccessible et contrôlé. Une autre hypothèse suggère que les squelettes pourraient correspondre à des membres de la famille de quelques officiers qui se suicidèrent ou furent assassinés pendant les derniers jours de la guerre face à l'effondrement imminent du Reich. Une troisième théorie propose que les restes pourraient même être antérieurs à la Seconde Guerre mondiale, produits d'un crime civil ou militaire non lié au nazisme. L'analyse préliminaire réalisée par les médecins légistes de l'Institut de médecine légale d'Holstein révéla que les corps ne présentaient pas d'impact de balles ni de signes de violence directe sur les crânes. Les articulations des poignets et des chevilles, cependant, montraient des coupes nettes, possiblement post-mortem, ce qui expliquerait l'absence d'extrémités. Les médecins légistes indiquèrent que l'amputation aurait pu être réalisée comme partie d'une technique de dissimulation ou due à des pratiques rituelles encore non identifiées. Actuellement se déroulent des tests de datation par radiocarbone, en plus d'analyses isotopiques pour établir de possibles origines géographiques et profils de régime alimentaire. Des échantillons osseux et dentaires furent extraits pour tenter d'obtenir de l'ADN nucléaire ou mitochondrial, bien que la conservation des restes soit disparate. On n'a pas encore réussi à établir une date définitive pour les enterrements. Après plusieurs semaines, la police polonaise ferma l'investigation criminelle, ne trouvant pas d'évidence d'un crime récent. La responsabilité de l'analyse resta aux mains d'institutions archéologiques et académiques. La Fondacja Latebra continue à travailler sur le site, maintenant converti en laboratoire ouvert. Des caméras ont été installées, un scan tridimensionnel de la structure est réalisé et les restes trouvés sont préservés dans des conditions contrôlées. La découverte de ces 5 squelettes ne confirme pas un crime de guerre ni une exécution documentée. Mais leur découverte dans l'un des lieux les plus surveillés et symboliques du Troisième Reich, sous la maison d'un hiérarque de premier niveau comme Hermann Göring, constitue un événement de grande valeur archéologique et historique. Le fait qu'il soit resté caché pendant plus de 80 ans à quelques centimètres de la surface, dans un site qui a été parcouru par des milliers de personnes, renforce une vérité persistante. Le passé nazi garde encore des cadavres sans nom ni histoire visible, et la Terre, parfois, se convertit en le seul témoin qui peut encore parler. Sonderaction 1005, le plan secret pour effacer le génocide. Entre 1942 et 1944, le régime nazi organisa une opération clandestine conçue pour effacer de la surface de la Terre les restes physiques du génocide qu'il avait exécuté en Pologne, Ukraine et Biélorussie. Baptisé comme Sonderaction 1005, son objectif était méthodique: exhumer, broyer et brûler des millions de cadavres enterrés dans des fosses communes après des massacres et des exterminations massives. Ce fut une opération de nettoyage médico-légal sans précédent, exécutée par des escadrons de prisonniers sous surveillance SS, dont l'existence resta partiellement cachée jusqu'à ce que les armées alliées commencent à découvrir les cicatrices dans les champs et les forêts de l'Europe de l'Est. En mars 1942, le Troisième Reich donna début à l'opération Reinhard, le plan systématique pour exterminer la population juive du gouvernement général, la zone de Pologne occupée par les nazis. Sous cette opération furent construits les camps d'extermination de Treblinka, Sobibor et Bełżec, où on estime que furent assassinés entre 1 700 000 et 2 millions de personnes dans un laps de à peine 20 mois.
Les corps étaient enterrés dans des fosses communes de grande échelle, souvent à quelques mètres des chambres à gaz ou des camions de gazéification mobile. Chaque camp avait de multiples tranchées, ouvertes avec des excavatrices où les cadavres étaient jetés en couches. Mais avec l'effondrement du front oriental et l'avance soviétique en 1943, le leadership nazi se rendit compte que ces fosses seraient utilisées comme évidence de génocide. Heinrich Himmler, chef des SS, ordonna alors la mise en marche d'un plan secret pour éliminer les corps et effacer les traces des crimes. Ainsi naquit la Sonderaktion 1005. L'opération fut remise au commandement du SS Standartenführer Paul Blobel, vétéran des tueries massives en Ukraine. À partir de juin 1942, Blobel supervisa la formation d'unités spéciales de prisonniers, sélectionnés dans les camps de concentration connus comme Leichenkommandos ou commandos de cadavres. Leur tâche était d'exhumer des milliers de corps décomposés et les carboniser dans des structures improvisées. Dans les camps de Treblinka et Bełżec, les premières expériences furent rudimentaires. On empila des corps sur des grilles faites avec des voies ferrées, soutenues par des blocs de béton ou des briques, et on aspergea du combustible dessus pour accélérer la crémation. Les résultats furent rapides mais désordonnés. Des montagnes d'os calcinés, de cendres et de restes partiellement brûlés qui devaient être broyés manuellement par les prisonniers eux-mêmes avec des marteaux métalliques. Avec le temps, la méthode fut perfectionnée. Les fosses s'ouvraient avec des rétro-excavatrices retirant des couches de cadavres en état avancé de putréfaction. Les restes étaient placés sur des grilles métalliques à l'air libre où ils brûlaient pendant des jours. Ce qui restait se broyait avec des rouleaux ou des machines, et les cendres étaient enterrées de nouveau ou dispersées par le vent. Les témoins postérieurs et les découvertes médico-légales confirmèrent que ces bûchers arrivèrent à consumer des centaines de corps simultanément. Dans certains camps, comme Sobibor, les feux fonctionnaient sans interruption pendant des semaines. L'opération s'étendit à tous les lieux où le régime craignait que les corps soient découverts. À Treblinka, entre août 1942 et octobre 1943, furent assassinés près de 900 000 personnes. Les exhumations commencèrent à la mi-1943. Les fosses principales, excavées au sud du camp, contenaient des dizaines de milliers de corps. Après avoir été déterrés, les restes furent incinérés dans des structures d'acier et de pierre de plus de 30 mètres de long. Les deux camps de Sobibor et Bełżec furent démantelés après que leurs victimes furent exterminées. Avant de détruire les installations, la Sonderaktion 1005 fut utilisée pour éliminer les cadavres enterrés. Les cendres furent mélangées avec de la terre et répandues dans les alentours. Dans le camp de transit et d'exécution de Janowska, situé dans la banlieue de Lviv, on calcule que moururent plus de 200 000 personnes. Entre juin et novembre 1943, des prisonniers furent forcés de déterrer les corps d'exécution passés et les brûler dans des bûchers organisés dans la forêt proche de Lizinichi. Dans la forêt de Ponary, près de la capitale lituanienne, entre 1940 et 1944 furent exécutés plus de 100 000 juifs, polonais et soviétiques. La Sonderaktion 1005 arriva en 1943. Les corps furent déterrés sous supervision des SS et brûlés à l'air libre. En 1944, un groupe de prisonniers tenta de s'échapper après des semaines travaillant avec les cadavres. Certains survécurent pour témoigner des années plus tard. Célèbre pour l'usage de camions à gaz, Chełmno avait plusieurs fosses massives dans les forêts environnantes. En 1944, des unités de l'action 1005 détruisirent ces fosses en utilisant des méthodes similaires, crémation massive avec des structures improvisées de métal et de bois. Malgré les efforts pour détruire les cadavres, l'échelle du crime fut telle que l'évidence physique persista. Dans plusieurs excavations modernes, ont été identifiés des fragments osseux carbonisés dans des couches sédimentaires compactées par le feu, des grilles métalliques formées avec des rails de train corrodés par la chaleur, des cendres mélangées avec de la terre avec des concentrations anormales de phosphore et de calcium, et des outils utilisés par les Sonderkommando, marteaux, tamis et pelles. À Treblinka, les excavations réalisées entre 2010 et 2014 par l'équipe d'archéologues dirigée par Caroline Sturdy-Coles révélèrent la présence de fosses communes intactes et des évidences de crémation massive qui confirmaient l'usage de structures métalliques.
À Sobibor, les archéologues découvrirent les restes d'une grille de plus de 15 mètres de long et des fragments d'os humains dans des couches de cendres. À Janovska fut trouvée une machine de broyage d'os, partiellement détruite avec des restes de structures de crémation. L'archéologie médico-légale a permis de reconstruire avec grand détail comment opérait la sondeur-action 1005, utilisant des outils comme radar de pénétration terrestre pour identifier des fosses cachées, photogrammétrie aérienne et technologie LIDAR pour tracer des patrons d'altération du terrain, analyse chimique de sol pour détecter des restes de matériaux organiques calcinés, datation par carbone 14 de restes osseux et études isotopiques qui permettent de déterminer l'origine géographique et le régime alimentaire des victimes. De plus, grâce à des échantillons génétiques conservés dans des pièces dentaires, certains restes ont pu être associés à des populations spécifiques, spécialement des communautés juives du centre et de l'est de l'Europe. Pendant les procès de Nuremberg et les procès de crimes de guerre des Alliés, la sondration 1005 fut abordée avec des témoignages de haut niveau. Paul Blobel fut condamné à mort dans les procès des Einsatzgruppen en 1948 et exécuté en 1951. Des documents internes des SS, des témoignages de survivants du Sonderkommando et des photographies aériennes alliées des sites pendant l'opération ont complété la reconstruction technique de ces escrimes. Les rares survivants des unités forcées qui réussirent à s'échapper confirmèrent l'horreur de travailler pendant des semaines entre des cadavres en décomposition, seulement pour être assassinés à la fin de l'opération. La sondeur-action 1005 fut une opération technicisée, planifiée et exécutée avec précision militaire, dont l'objectif fut d'éradiquer toute preuve physique du génocide perpétré par le Troisième Reich. Ce ne fut pas une improvisation de l'effondrement final, mais une campagne de dissimulation soigneusement organisée en parallèle avec les assassinats. Malgré son efficacité partielle, la Terre ne fut pas complice de l'oubli. Les traces physiques, os calcinés, cendres, structures de crémation, puits rouverts, continuent aujourd'hui à marquer les scénarios de l'horreur, défiant les tentatives des assassins d'effacer ceux qu'ils firent. Le travail archéologique moderne, silencieux et méthodique, a réussi à reconstruire une partie de cette opération et livrer des preuves matérielles indéniables de l'un des plus grands crimes cachés du XXe siècle. La forêt, comme tombe le massacre de travailleurs forcés à Arnsberg. En mars 1945, le Troisième Reich affrontait sa désintégration définitive. Les troupes américaines traversaient le Rhin, la Wehrmacht se repliait en ruine et les bombardements alliés pulvérisaient les villes industrielles de l'Ouest. Au milieu de ce chaos, dans le district de Hochsauerlandkreis, au sud-est de Dortmund, se produisit une série d'assassinats systématiques qui reflètent le désespoir et la brutalité des derniers jours du régime nazi. L'exécution de 208 travailleurs forcés, civils en majorité provenant de Pologne et de l'Union soviétique, enterrés dans des fosses cachées dans les forêts d'Arnsberg. La forêt d'Arnsberg, par sa situation stratégique en Rhénanie du Nord-Westphalie, fut utilisée pendant toute la guerre par la Wehrmacht et les SS comme zone d'entraînement, stockage de munitions et transit de personnel militaire. En mars 1945, en se convertissant en ligne de retraite et d'affrontement, elle se transforma aussi en zone d'exécution dissimulée. Dans ces clairières, tranchées et marges de chemin, se dérouleraient les tueries qui, des décennies plus tard, seraient exhumées par des archéologues. Les travailleurs forcés exécutés avaient été détenus dans les environs de Warstein, Suttrop et Eversberg. Ils faisaient partie du contingent de millions de civils étrangers exploités par l'industrie de guerre nazie. Après la désorganisation des transports et l'arrivée des Alliés, beaucoup furent abandonnés, dispersés ou soupçonnés de tentatives de fuite. Cette condition fut suffisante pour que les autorités militaires les condamnent à mort. Les assassinats se perpétrèrent entre les 20 et 23 mars 1945. Les corps furent enterrés en 3 points distincts de la forêt. Sur le site de Langenbach, près de Warstein, 71 victimes furent alignées le long d'une dépression naturelle dans le terrain. 60 femmes, 10 hommes et un enfant. Ils furent fusillés en groupe et ensevelis immédiatement. À Suttrop, 57 victimes furent obligées de creuser une fosse avant d'être exécutées. Le lieu fut réutilisé comme décharge forestière après la guerre, rendant difficile sa localisation pendant des décennies. À Eversberg,
80 personnes furent jetées dans un puits profond créé avec des explosifs exécutés directement au fond. On utilisa une dépression naturelle du terrain, élargie avec des charges de démolition pour éliminer le besoin d'excavation manuelle. Les corps furent enterrés sans identification, sans cercueil ni documentation, couverts d'une fine couche de terre et de feuilles. Il n'existait pas l'intention de commémorer ni de laisser trace quelconque. En 2018, une équipe du LEVL Archéologie für Westfalen, dirigée par l'archéologue Mikkel Baales, initia une investigation archéologique systématique. Se basant sur des récits locaux et une documentation militaire secondaire, ils initièrent une prospection de zones boisées. Moyennant lidar et radars de pénétration terrestre, furent identifiées des dépressions anormales dans le sol. L'excavation contrôlée révéla des restes osseux désarticulés, en position qui suggérait des lancers en masse dans les fosses. Plus de 400 artefacts personnels furent récupérés. Boutons, monnaies étrangères, principalement polonaises et soviétiques, un harmonica, un dictionnaire, morceaux de chaussures d'enfants. Furent aussi trouvés des douilles de munitions allemandes éparpillées par les bords des fosses, et des fragments de tissu et cuir mélangés avec des racines, produits de plus de 7 décennies de sédimentation forestière. La documentation inclut des photographies aériennes, des scans en 3 dimensions et des reconstructions digitales des positions originales des corps. Fut créée une base de données archéologiques qui associe chaque objet trouvé avec sa profondeur et contexte géospatial. Un des plus grands apports de l'équipe fut la création de modèles digitaux interactifs qui recréent les fosses, les objets et les mouvements de terre. Cette visualisation permet d'observer la disposition des corps selon la topographie, la localisation de chaque objet personnel, douille ou outil, et la séquence de déposition de terre et altération du terrain postérieur. L'usage de photogrammétrie et technologie lidar a converti la forêt d'Arnsberg en l'un des sites archéologiques de crimes de guerre les mieux documentés d'Allemagne. Bien que la majorité des victimes continuent sans être identifiées, ont été récupérés des échantillons dentaires et osseux qui sont analysés avec des techniques modernes d'ADN. L'objectif est de croiser ces données avec des archives de déportation, registres de travail forcé et archives du NKVD soviétique. Les restes exhumés ont été réenterrés dans le cimetière forestier de Meschede, dans une section dédiée aux victimes de crimes de guerre nazis. Le lieu est signalisé discrètement et sous protection étatique. Dans les années 50, se célébrèrent des procès partiels. En 1957, Wolfgang Wetzling fut condamné à la réclusion à perpétuité. 5 autres officiers et gardiens furent poursuivis avec des peines mineures ou des absolutions alléguant avoir suivi des ordres. Aucune cause ne fut ouverte contre la structure de commandement de la Wehrmacht ni contre des membres de l'administration civile locale. Les découvertes archéologiques récentes non seulement confirment les témoignages recueillis en 1945, mais documentent de nouvelles zones d'exécution non incluses dans les investigations originales. La forêt d'Arnsberg a été déclarée lieu de mémoire et protection archéologique, mais n'est pas un musée. Il n'y a pas de signalisation touristique ni centre d'interprétation, par décision des gouvernements locaux et de l'équipe archéologique. De temps en temps, se réalisent des travaux de conservation forestière et prospection dans des zones adjacentes. Le projet reste actif, avec vues à digitaliser tout le contenu pour usage scientifique et éducatif. Le massacre des 208 travailleurs forcés à Arnsberg ne fut pas un acte isolé. Il fut partie du patron final du nazisme, exécuté sans registre, sans procès, sans témoin vivant. Ce qui arriva là ne laissa pas d'archives, mais laissa de la terre remuée, des os, des douilles et des boutons dispersés. L'archéologie du crime a réussi à reconstruire le fait à partir de ces traces minimales. Dans une forêt silencieuse, la science a redonné la forme à l'un des crimes les plus documentés, bien que longtemps ignoré, de l'intérieur de l'Allemagne. Ohrdruf, restes humains entre les ruines du Reich. La libération des camps de concentration nazis par les armées alliées ne fut pas un processus planifié ni coordonné. Cela arriva de forme abrupte à mesure que les divisions alliées faisaient irruption en territoire allemand et trouvaient des installations abandonnées précipitamment par les SS. Le 4 avril 1945, les troupes américaines libérèrent le camp d'Ohrdruf Nord, dans l'état de Thuringe. Ce fut le premier camp nazi en sol allemand découvert par les forces des États-Unis.
Ce que les soldats trouvèrent là et ensuite dans des camps comme Buchenwald, Dachau et Bergen-Belsen serait documenté avec une précision visuelle qui défierait le scepticisme futur. Ohrdruf était un sous-camp du complexe de Buchenwald, utilisé depuis novembre 1944 comme centre de transit et travail esclave. Il abritait entre 9 000 et 11 000 prisonniers, la majorité juifs et prisonniers politiques, forcés de construire des routes, bunkers et voies ferrées. Quand la 4e armée blindée américaine entra dans le lieu, elle trouva une installation partiellement vide. Les SS avaient évacué ou assassiné la majorité des prisonniers dans les jours précédents. Cependant, ce qui resta exposé furent des traces physiques de morts en masse, que même la retraite nazie ne put cacher. Les soldats documentèrent avec précision ce qu'ils trouvèrent: corps empilés sans vêtements dans des patios ouverts, fosses excavées à la hâte, certaines de jusqu'à 20 mètres de long partiellement remplies avec des cadavres, restes brûlés sur des structures de rails métalliques improvisées disposées comme des grilles, soutenues par des blocs de béton ou briques, cadavres partiellement calcinés, beaucoup d'entre eux sans extrémité, avec peau partiellement adhérée par effet du feu, et restes osseux couverts avec de la chaux vive, une pratique habituelle dans les derniers jours des camps, utilisée pour décomposer des corps plus rapidement, neutraliser les odeurs et rendre difficile l'identification. Les corps ne présentaient pas de signes de combat. Beaucoup montraient des blessures d'armes à feu dans la nuque, indiquant des exécutions à courte distance. D'autres moururent par inanition, dysenterie ou typhus, selon les premiers rapports médicaux de l'armée. Le général George S. Patton, en parcourant le camp, déclara avoir été physiquement affecté par la scène. Il ordonna la fermeture du lieu, l'interdiction d'entrée de civils sans permission et sa documentation immédiate. 2 jours plus tard, le 12 avril, arrivèrent sur place Dwight D. Eisenhower, Omar Bradley et une suite de hauts commandements. Eisenhower écrivit dans son rapport que rien n'avait laissé une impression si forte sur lui que cette visite. Il insista pour que chaque unité proche envoie des soldats pour témoigner de cela et que ce soit documenté exhaustivement. La scène fut capturée en photographies officielles du US Army Signal Corps, ainsi qu'en enregistrement de cinéma qui seraient ensuite utilisés dans les procès de Nuremberg. Les images incluent des corps nus alignés le long de tranchées, soldats inspectant les restes avec des masques, officiers américains à côté de crématoires improvisés avec des rails et plans généraux de fosses, puis de cendres et tas de chaux. Le matériel servit à générer une typologie visuelle de l'extermination, différenciant entre crémation, inhumation massive et exécution directe. À Ohrdruf et camps similaires, les nazis tentèrent d'éliminer des évidences avec des techniques improvisées, sans temps ni ressources suffisantes. Usage de chaux vives pour accélérer la décomposition, crémation dans des grilles de métal, utilisant du combustible improvisé comme bois, textile et graisse corporelle, et abandon partiel de crématoires formels comme à Buchenwald, où furent trouvés des fours sans finir de détruire. La précipitation de la retraite nazie empêcha de compléter la dissimulation. Les cadavres, en différents états de putréfaction ou brûlés, se convertirent en évidence irréfutable d'un système industriel d'assassinat. L'équipe médicale de l'armée des États-Unis réalisa des inspections basiques des corps. Furent enregistrés des patrons de tir systématiques dans la tête, déformations corporelles causées par faim extrême, corps partiellement brûlés, avec restes de charbon humain mélangés avec terre et cendres déposées près de crématoires effondrés. Les rapports décrivirent avec objectivité les conditions. Les cadavres montraient dénutrition chronique, infections cutanées, pneumonie avancée et dommages thermiques post-mortem. Eisenhower ordonna que des civils allemands des villages proches soient amenés à voir le camp. Des centaines de résidents d'Ohrdruf, Gotha et Arnstadt furent obligés d'observer et creuser des tombes pour les corps abandonnés. Le geste ne fut pas symbolique, mais logistique et judiciaire. Furent créés des témoins oculaires allemands pour tout processus futur. Les images et documents furent envoyés à Londres et Washington. Dans les procès de Nuremberg, le registre d'Ohrdruf fut clé pour démontrer que les crimes nazis n'étaient pas des rumeurs ni propagande, mais évidences physiques localisées. Après Ohrdruf, les Américains découvrirent Buchenwald le 11 avril, Dachau le 29 avril et d'autres camps. Les scènes se répétèrent, corps sans enterrer, restes humains amoncelés,
crématoires partiellement détruits ou débordés, et conteneurs pleins de cendres et fragments d'os. À Bergen-Belsen, l'effondrement sanitaire avait laissé des milliers de cadavres se décomposant entre les baraquements. Les images captées là par des soldats britanniques, dans un état de putréfaction totale, sont aujourd'hui quelques-unes des plus connues de l'Holocauste. La libération des camps par les troupes américaines ne signifia pas seulement la liberté pour les peu de prisonniers survivants. Elle signifia surtout l'exposition physique du crime. Corps qui ne purent être cachés, fosses qui n'arrivèrent pas à se fermer, crémations incomplètes, tous laissèrent un registre physique vérifiable. Ordruf fut le premier, et en beaucoup de sens le plus révélateur, non par l'échelle de la tuerie, mais parce que là, sans planification, sans préparation, les crimes apparurent tels qu'ils étaient, nus, évidents et documentés depuis le premier moment. Fosse Ardéatine, prison naturelle et chambre de mort. Le massacre des fosses ardéatines dans la banlieue de Rome représente l'un des exemples les plus étudiés et documentés de l'usage d'espaces naturels comme instrument d'extermination et dissimulation. Le détonateur fut un attentat partisan contre un détachement de soldats allemands dans la Via Rasella, au centre de Rome. En représailles, le commandant de la police SS à Rome, Herbert Kappler, organisa l'exécution immédiate de 10 Italiens pour chaque Allemand mort. Le solde, 335 victimes civiles, beaucoup d'entre elles prisonniers politiques, arrêtés préalablement et extraits de prison comme Regina Coeli. Le site choisi furent d'anciennes carrières de pouzzolane au sud de la ville, utilisées depuis l'Empire romain pour l'extraction de matériel volcanique. Appelées fosses ardéatines par leur localisation près de la Via Ardéatina, ces cavernes ne figuraient dans aucun registre militaire et offraient ce que les officiers cherchaient, un espace naturel, profond, sans témoins et facilement scellable. Le procédé fut précis. Les prisonniers furent transportés en camions fermés. En arrivant, ils furent menottés, alignés en groupes de 5. Chaque groupe était conduit à l'intérieur, obligé de s'agenouiller face à un mur ou à des corps antérieurs et exécuté avec un tir dans la nuque. Les corps étaient amoncelés, l'un sur l'autre, sans les couvrir. À la fin du jour, pour cacher le crime, les accès aux galeries furent minés avec de la dynamite, faisant s'effondrer partiellement le toit de roche et piégeant les corps sous des tonnes de décombres. Un des aspects les plus froids fut que, en complétant la liste de 330 victimes, on découvrit qu'il y avait 5 personnes en plus. Même ainsi, elles furent exécutées pour éviter des témoins vivants qui pourraient raconter ce qui s'était passé. Tout se fit sans document ni registre remis aux familles. Quand Rome fut libérée par les troupes alliées en juin 1944, les rumeurs sur des exécutions massives menèrent à une inspection des carrières. L'entrée dynamitée fut dégagée manuellement en juillet de cette année. Ce qui fut découvert fut une image terrifiante. Tas de corps empilés dans des galeries étroites, en complet état de décomposition, victimes avec les mains attachées avec des cordelettes de chanvre, restes d'uniformes civils et vêtements de prison, tous les corps avec des orifices de balles dans la nuque. Certains montraient des traumatismes crâniens par impact secondaire de roches et évidence de brûlures partielles provoquées par l'explosion finale qui effondra les entrées. Les médecins légistes italiens et médecins alliés travaillèrent des semaines pour récupérer et identifier les restes, utilisant principalement des effets personnels, dentiers, montres, bagues ou documents cachés. On réussit à identifier la majorité et les 335 corps furent ensevelis dans le même site, où aujourd'hui se trouve le mausolée des fosses ardéatines, inauguré en 1949. Pendant l'exhumation, le ministère de l'Intérieur italien et équipes photographiques militaires américaines documentèrent tout le processus. Les images incluent le moment de réouverture de la caverne, la disposition des corps empilés sans ordre ni couverture, détail des vêtements, blessures dans la nuque, position corporelle et évidence d'éboulement, poussière volcanique et restes d'explosifs. Ces registres furent utilisés postérieurement dans le procès à Herbert Kappler et Erich Priebke, qui fut extradé depuis l'Argentine dans les années 90. Les photos se conservent encore dans l'Archivio Centrale dello Stato et dans le Museo della Liberazione, à Rome. Bien que les fosses ardéatines soient le cas le plus connu et documenté, elles ne furent pas une exception. Dans des zones montagneuses d'Autriche et Slovaquie, pendant 1944 et 1945, furent utilisées des grottes naturelles comme espaces d'exécution et dissimulation.
Dans la grotte de Hinterbrühl, localisée près de Mödling, au sud de Vienne, en mars 1945, les nazis évacuèrent le sous-camp de Mauthausen dans une marche de la mort. Des prisonniers qui ne pouvaient continuer furent jetés dans une ancienne grotte souterraine utilisée avant comme mine. Selon le Bundesarchiv allemand, furent enregistrées plus de 200 victimes, beaucoup d'entre elles brûlées vives quand les SS jetèrent des explosifs et allumèrent le feu pour effondrer l'entrée. En 1946 furent trouvés des restes calcinés, objets métalliques et squelettes entiers en position fétale dans la grotte, scellés avec des roches. Dans la grotte de Harmanek, dans la région de Banská Bystrica, zone de forte résistance partisano-slovaque, pendant l'offensive de châtiment allemande de 1944 après le soulèvement national slovaque, la Gestapo utilisa des grottes karstiques pour des exécutions collectives. Les victimes étaient pendues ou fusillées à l'intérieur et les cadavres jetés dans des gouffres profonds. Dans les années 60, des spéléologues découvrirent des os humains, restes de bottes soviétiques et un insigne de l'armée rouge. Une étude médico-légale de 2008 confirma l'usage militaire de cette grotte comme chambre de mort. Les grottes offraient aux nazis et leurs collaborateurs une méthode d'extermination sans nécessité d'infrastructures, silencieuses, cachées, profondes, impossibles à tracer depuis l'ère. À Rome, Autriche ou Slovaquie, ces grottes se transformèrent en fosses communes improvisées, scellées avec des roches et silence. À travers excavations, documentation photographique et découvertes médico-légales, aujourd'hui on peut reconstruire avec exactitude ces crimes. La pierre volcanique, la terre humide et la poussière de mine ne cachèrent pas suffisamment. L'histoire, enterrée par la dynamite, fut déterrée os par os. Dora Mittelbau, tunnels avec esclaves ensevelis. Dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, le Troisième Reich intensifia sa stratégie de transférer des industries critiques sous terre. Entre ces installations souterraines, la plus emblématique fut l'usine de fusées V2 à Dora Mittelbau, dans le massif montagneux de Konstein, au cœur de l'Allemagne. Ce réseau de tunnels ne fut pas seulement une plante de production d'armes, elle fut aussi une chambre de mort dissimulée, où des dizaines de milliers de prisonniers asservis moururent d'épuisement, exécution, éboulement ou maladie. Beaucoup de ces corps restèrent ensevelis dans des passages effondrés, et certains continuent d'être localisés jusqu'aujourd'hui moyennant des outils technologiques avancés. L'histoire commence en 1943, quand les bombardements alliés obligèrent le Reich à protéger sa production armamentistique sous terre. Le complexe Dora Mittelbau fut créé comme sous-camp du KL Buchenwald, destiné à la fabrication des missiles V1 et V2, conçus par Werner von Braun. Les tunnels du massif de Konstein, originellement cavés comme dépôt d'huile par la Wehrmacht, furent reconditionnés par l'entreprise Mittelwerk GmbH. En août 1943 arrivèrent les premiers 107 prisonniers, mais en peu de mois, le nombre augmenta à plus de 60 000 détenus entre 1943 et 1945. Le système souterrain consistait en 2 grandes galeries principales, dénommées A et B, avec plus de 40 tunnels transversaux. Les prisonniers y travaillaient 14 à 16 heures par jour, sans lumière solaire, avec des niveaux extrêmes d'humidité et poussière métallique, sans installation sanitaire. Ils dormaient dans des couchettes improvisées dans les mêmes tunnels, à côté des ateliers et des morts. Entre les détenus, il y avait des Polonais, Soviétiques, Français, Italiens et Juifs hongrois. Les maladies respiratoires, la dénutrition extrême et l'exposition constante au froid et à l'humidité générèrent des milliers de morts. D'autres furent exécutés pour sabotage ou faiblesse physique. Les chiffres estimés parlent d'entre 20 000 et 25 000 morts dans tout le complexe Dora Mittelbau. Pendant les excavations et travaux de construction, plusieurs galeries secondaires s'écroulèrent. Certains effondrements furent par fatigue de matériaux. D'autres, provoqués délibérément par les SS pour sceller des accès non utilisés. Dans les 2 CA, des dizaines de corps restèrent piégés entre blocs de béton et décombres, sans possibilité de récupération. Des survivants du camp ont déclaré qu'en au moins 3 occasions fut ordonné de ne pas retirer des cadavres ensevelis, mais continuer le travail dans d'autres zones. À la fin de la guerre, beaucoup de secteurs furent abandonnés précipitamment, laissant outils, vêtements, restes osseux et machinerie oxydée dans des galeries closurées.
Depuis 1995, après la création du mémorial, se sont ouvertes de nouvelles sections du système. Les archéologues ont trouvé des fragments osseux humains dans des zones effondrées, chaînes, outils manuels et pelles déformées, lampes à carbure, restes d'uniformes et plaques métalliques de matricules, et passages avec parois carbonisées, possiblement utilisés comme crématoires improvisés, les objets personnels récupérés, brosses, couteaux, boucles de ceinture, tubes dentaires, sont aujourd'hui exposés dans des vitrines du Dora Mittelbau Gedenkstätte, le musée commémoratif. Les secteurs encore inexplorés ont été investigués en utilisant des technologies géophysiques modernes, comme lidar aérien qui permet de détecter des dépressions, entrées effondrées et zones d'altération géologique dans des zones boisées, GPR ou radar de pénétration terrestre utilisés pour localiser des anomalies sous la surface qui peuvent indiquer des accumulations osseuses ou chambres effondrées, et scanners thermiques infrarouges qui détectent des différences thermiques dans des zones souterraines avec restes organiques encore en décomposition ou mélange d'humidité et os. Grâce à ces technologies, ont été identifiés 5 nouveaux points d'intérêt archéologique, encore en attente d'excavation due au risque d'éboulement. Dora ne fut pas la seule. À travers le Reich, d'autres installations similaires ont révélé des cadavres et évidences de crimes. À Lagerschlier, Autriche, une installation souterraine de la Luftwaffe où se produisaient des parties d'avions pendant une inspection en 2003, furent trouvés des restes osseux fragmentés et vêtements humains entre machinerie ancienne, sous CE qui fut une galerie effondrée. Dans le bunker Ries, Pologne, un projet inachevé d'Hitler dans les monts Sudètes, pendant une exploration en 2015, des archéologues polonais localisèrent des fragments de crânes, dents humaines et outils d'esclaves dans des galeries partiellement bloquées. Dans la base de Zossen-Wünsdorf, Allemagne, dans une salle souterraine abandonnée d'une ancienne caserne de la Wehrmacht, furent trouvés des restes osseux désarticulés dans une citerne, avec des documents semi-carbonisés. L'analyse médico-légale suggère enterrement précipité entre mars et avril 1945. Dora Mittelbau est aujourd'hui un mémorial et site archéologique protégé. Le travail d'excavation doit s'équilibrer entre la préservation, la mémoire et l'étude. Ont été réalisées des études d'ADN dans des fragments osseux comparés avec des banques génétiques de famille, catalogage de chaque objet trouvé avec localisation en 3 dimensions et scan digital complet des tunnels avec drones et caméras thermiques. La zone continue de livrer des données sur des modes de travail, conditions de mort et traces de résistance interne, comme sabotages minimaux dans les lignes d'assemblage de missiles. Après la guerre, beaucoup de responsables du camp furent capturés. Dans les procès de Mittelbau-Dora, célébrés par les Alliés entre 1947 et 1950, furent condamnés plusieurs officiers des SS et contremaîtres civils pour crimes de guerre. Cependant, des figures clés comme Werner von Braun, chef du programme V2, furent exonérés et contractés par les États-Unis sous le programme Operation Paperclip. Encore aujourd'hui, la récupération de nouveaux restes humains pose des dilemmes éthiques et politiques, surtout quand s'identifient des zones non documentées officiellement, possiblement liées à des exécutions cachées. Les tunnels de Dora Mittelbau ne produisirent pas seulement des fusées. Ils stockèrent aussi la trace physique de l'extermination laborale, os sous terre, oxydés sous des couches de poussière cachées en silence. La terre remuée par des esclaves pour armer des missiles est la même qui, des décennies après, rend leurs restes à la lumière. La technologie moderne, lidar, radar et scanner thermique, a transformé ces tunnels en archives archéologiques de l'horreur, montrant que l'évidence des crimes nazis ne disparaît pas, attend seulement d'être découverte. Ombre du bunker, restes de Bormann et Stumpfegger. Dans les jours finals du Troisième Reich, tandis que les forces soviétiques avançaient sur Berlin, les principaux hiérarques nazis qui restaient encore dans le bunker de la chancellerie savaient qu'ils ne sortiraient pas vivants. Hitler se suicida le 30 avril 1945. Le jour suivant, ses assistants les plus proches tentèrent de s'échapper entre les ruines d'une ville bombardée. Entre eux, Martin Bormann, secrétaire personnel du Führer et figure clé dans le parti, et Ludwig Stumpfegger, médecin des SS et l'un des derniers à voir vivant Hitler et Eva Braun. Selon les témoignages de ceux qui tentèrent de fuir,
Bormann et Stumpfegger réussirent à sortir du bunker pendant l'aube du 2 mai. Avec eux allaient plusieurs soldats et officiers. La zone était un chaos de feux, décombres, francs-tireurs et blindés soviétiques. Le groupe se dirigeait vers le pont de Weidendammer, l'un des peu de croisements encore transitables. Dans la tentative, le groupe se dispersa sous feu ennemi. Certains moururent sur le coup. D'autres disparurent. Bormann et Stumpfegger ne furent plus revus. Pendant des décennies, le sort des deux fut objet de théories contradictoires. La version officielle soutenait qu'ils étaient morts dans la fuite et que leurs corps ne furent jamais récupérés. Les autorités soviétiques assuraient ne pas les avoir capturés. Dans les années suivantes, surgirent des rumeurs que Bormann avait réussi à s'échapper en Amérique du Sud, protégé par des réseaux clandestins. D'autres affirmaient qu'il avait été éliminé en secret par des agents soviétiques. Aucune version ne comptait avec des preuves concluantes. En 1963, un employé de poste appelé Albert Krumnov déclara à la police de Berlin que lui et un collègue avaient enterré 2 corps en mai 1945. Selon son témoignage, ils avaient trouvé les cadavres dans un cratère près des voies du train, à côté de la station Lehrter-Bahnhof, et les avaient couverts avec terre et décombres. Un des corps portait un uniforme, l'autre seulement des sous-vêtements. Le second portait avec lui un document au nom de Stumpfegger. Ils ne donnèrent pas plus d'importance au fait à ce moment-là. Ce n'était pas le seul cadavre dans la zone. Berlin était pleine de restes humains. La déclaration provoqua une excavation dans le site signalé, mais ne furent pas trouvés de restes. La terre remuée par la reconstruction d'après-guerre avait modifié la physionomie du lieu. Le témoignage fut archivé. En 1972, pendant des œuvres de construction pour un bâtiment de bureaux, des ouvriers trouvèrent des os humains enterrés sous une couche de décombres et briques à environ 12 mètres du lieu mentionné par Krumnov. La police encercla la zone et extrait 2 squelettes complets. Ils étaient étendus de côté, sans cercueil, sans vêtements, sans documents. Ils avaient été enterrés de manière improvisée. Les corps ne présentaient pas d'impact de balle ni signe d'exécution. Il n'y avait pas non plus de marques de couteau, fractures violentes, ni éléments de torture. Dans les 2 crânes furent retrouvés des fragments de verre dans la mandibule supérieure, ce qui fut interprété comme indice d'empoisonnement avec capsule de cyanure, une pratique commune entre les hauts commandements nazis au moment de l'effondrement. La posture des squelettes indiquait que la mort avait été simultanée. Aucun ne fut enseveli avec protocole. Ils étaient couverts à peine avec une couche de terre tassée et décombres. Pendant l'analyse, les médecins légistes estimèrent que les 2 étaient des hommes adultes, entre 35 et 55 ans de complexion moyenne. Un des crânes coïncidait en forme et dimension avec celui de Martin Bormann selon photographies et documents médicaux antérieurs à 1945. L'autre présentait des caractéristiques compatibles avec le médecin des SS, Ludwig Stumpfegger, dont la taille, âge et profil s'ajustaient avec les restes trouvés. Ne fut pas réalisée une identification génétique à ce moment-là, mais la comparaison craniométrique et la localisation des restes furent considérées concluantes. La presse publia la nouvelle en 1973. Les autorités allemandes confirmèrent que les restes appartenaient à Bormann et Stumpfegger. L'histoire du témoin civil qui les avait enterrés fut réexaminée et considérée fiable. Ne fut pas organisée de cérémonie officielle ni enterrement public. Les squelettes furent transférés à un cimetière non révélé. Les rapports médico-légaux, registres photographiques et reconstructions faciales furent archivés à Berlin. Des années après, en 1999, fut reprise l'analyse avec des méthodes modernes. Fut extrait de l'ADN d'un des os et comparé avec des échantillons de familles vivantes de Martin Bormann. La coïncidence génétique fut de 99,99%. L'analyse fut réalisée par l'Institut de médecine légale de Munich. L'authenticité de la découverte resta confirmée. Le second corps ne fut pas soumis à des preuves d'ADN, mais par proximité et contexte, fut ratifié qu'il appartenait à Ludwig Stumpfegger. Les 2 moururent le 2 mai 1945, heures après la chute du Führerbunker. Ils tentèrent de s'échapper entre ruines et bombardements, sans succès. Personne ne les aida, personne ne récupéra leurs corps. Ils furent enterrés par des civils au bord d'une rue détruite, entre câbles, briques et restes métalliques. Ils restèrent là presque 30 ans, sans être identifiés, sans être cherchés officiellement.
Leurs morts fermèrent le cercle de l'élite nazie piégée à Berlin. La zone où ils furent trouvés fait partie aujourd'hui du district central de Berlin, à quelques mètres de bureaux gouvernementaux, lignes de trains modernes et zones commerciales. Il n'y a pas de plaques, il n'y a pas de mémoriaux. Les restes furent retirés sans cérémonie. Le terrain fut nivelé. Sur ce même sol passèrent machines, piétons, générations complètes, sans savoir qu'en dessous étaient deux des hommes les plus proches du pouvoir absolu du régime. La reconstruction faciale de Bormann se fit à partir du crâne trouvé, utilisant des méthodes visuelles en base à des photographies prises entre 1938 et 1944. La ressemblance était évidente. La structure mandibulaire, la ligne nasale, les arcs orbitaires, tout coïncidait avec les images connues. La cause de mort ne put s'établir avec précision, mais le cyanure ingéré fut assumé comme le moyen le plus probable, en absence de blessures externes. Ne furent pas trouvés de restes de projectiles, éclats ni armes. Les vêtements avaient disparu, ne se conserva ni tissu ni boutons. Non plus furent trouvés d'objets personnels, médailles ni papiers. Seulement terre, poussière et fragments. Le site d'enterrement n'était pas une tombe ni un refuge. C'était un trou entre ruines, scellé à la force, sans marque ni protection. La position des corps suggère qu'ils moururent au même temps et furent jetés sans ordre. Le témoignage du travailleur postal fut confirmé par l'évidence physique. Pendant des décennies, personne n'était retourné au lieu. Le médecin des SS, Ludwig Stumpfegger, avait été désigné pour assister Hitler dans ses derniers jours. Il se chargea de préparer le poison, organiser les doses, assister les suicides dans le bunker. Il avait aussi participé à des expériences médicales avec des prisonniers dans des camps de concentration. Sa fuite fut aussi brève que son rôle dans l'effondrement. Il mourut avec Bormann, sans procès, sans témoignage, sans registre officiel. Son corps fut caché par la poussière de la défaite et secouru seulement par accident. Les photographies prises pendant l'excavation montrent un crâne semi-enterré, un tibia couvert de terre, une pelle militaire oxydée aux côtés. Il n'y eut pas de cérémonie. Il n'y eut pas de mots. Le rapport technique fut rédigé en 10 pages, avec diagrammes et notes marginales. Les échantillons furent envoyés au laboratoire, les résultats archivés, ne furent pas émis de communiqué politique. Il n'y eut pas d'hommage ni condamnation. Seulement une découverte de plus entre les temps que laissa la chute de Berlin.